Isabelle Bresse, Sud Radio, c'est vous. c'est vous. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez comme tous les lundis, on parle de votre santé dans cette deuxième heure. Médicaments, attention, danger. Nous sommes avec Clotilde Cadu. Bonjour Clotilde, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes l'auteur des effets indésirables des médicaments aux éditions Hugo et compagnie. Un livre qui regroupe des témoignages de victimes des médicaments. C'est une enquête finalement, des victimes d'effets indésirables qui restent peu reconnues et peu protégées. Ces dernières années, des scandales médiatisés ont permis de braquer les projecteurs le temps d'un instant sur elles. Mais Mediator, Distilben, pilules de 3e et 4e génération, combien de personnes en ont été victimes? Aucune étude ne les recense, à peine sait-on qu'elles existent. Quelques estimations, 13 à 18 000 morts, 150 000 hospitalisations annuelles liées à des accidents médicamenteux, c'est énorme. 76 817 effets indésirables déclarés à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Alors, qui sont ces victimes d'effets indésirables? Quelle est leur histoire, leur parcours? Comment se battent-elles? La route vers la reconnaissance de leurs préjudices est un véritable parcours du combattant. On va le voir avec des victimes qui seront avec nous tout à l'heure. On en parle tout de suite sur Sud Radio. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver en direct au 0 826 300 300 pour témoigner si vous-même vous avez été victime d'effets secondaires ou pour poser vos questions à Clotilde qui a mené l'enquête. A tout de suite sur Sud Radio. Isabelle Bresse, Sud Radio, c'est vous. Et nous sommes de retour dans cette deuxième heure. Comme tous les lundis, on parle de votre santé. Médicaments, attention au danger. Les effets indésirables victimes des médicaments, c'est le livre de Clotilde Cadu chez Hugo. Alors c'est Hugo Doc ou Hugo et compagnie, votre éditeur? L'éditeur c'est Hugo et compagnie et c'est la collection Hugo Doc. C'est une collection Hugo Doc. Donc vous avez mené l'enquête, Clotilde. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de mener l'enquête? Alors moi je m'occupe des questions de santé au magazine Marianne depuis un certain nombre d'années. Donc j'ai eu à traiter des grandes affaires sanitaires comme le Mediator ou dans un autre registre la grippe A H1N1 en 2009-2010. Le Distilben. Alors le Distilben, j'y étais pas encore, mais voilà, comme c'est des affaires qui sont traitées aujourd'hui, oui, effectivement. Et donc j'ai pu rencontrer certaines personnes victimes de tel ou tel médicament, et voilà, et j'ai eu envie en fait de raconter qui sont ces gens-là. Comment c'est la vie au quotidien avec quand un médicament fait une éruption aussi brutale dans votre vie et vous brise votre vie. Et voilà, parce qu'on les voit le temps d'un instant quand il y a une alerte qui est lancée, quand il y a un procès, etc. Et puis donc tous les journalistes, moi y compris, on arrive, on se précipite, on veut savoir, on veut des interviews, etc. Et puis tout le monde repart aussi sec. Pourtant le combat continue pour ces personnes-là. Ça peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est vraiment des démarches, des quotidiens que j'ai souhaité raconter à travers ces 7 portraits. C'est vrai qu'on parle du Mediator, du Distilben, on parle des pilules de 3e et 4e génération, mais il y a des médicaments beaucoup plus anodins, entre guillemets, qui ont aussi des effets secondaires. Valérie Orsoni, vous êtes restée avec nous. Vous, votre spécialité, c'est le poids, la perte de poids, etc. Il y a beaucoup de gens qui se gavent de médicaments aussi pour maigrir, c'est dangereux. Ah bah oui, d'ailleurs, vous parliez du Mediator tout à l'heure, clairement. Et alors moi qui suis aux États-Unis, ce que je voulais vous dire, je ne sais pas comment ça se passe en France, et je ne suis pas une journaliste type Marianne qui, eux, ils ont accès à plein de trucs auxquels on n'a pas accès nous, parce qu'il faut mettre des enquêtes très profondes. Mais je sais qu'aux États-Unis, l'ancienne commissaire, donc la personne en charge de la FDA, ce qui est chez nous l'agence du médicament, qui valide un médicament, en 2009, il a été viré. Parce qu'il y avait des scandales en termes d'accélération très suspecte de mise sur le marché de médicaments qui n'auraient jamais dû l'être. Et bien sûr avec tous les effets secondaires dont on va sûrement parler après. Et ça n'est pas très très clair chez nous, en tout cas aux États-Unis, la façon dont certains médicaments arrivent sur le marché sans être vraiment très bien testés, simplement parce qu'il faut le savoir, il y a beaucoup de sous en jeu et ça passe. Alors je ne sais pas en France si on peut parler de ça ou si c'est pas quelque chose qui se passe, mais c'est vrai que chez nous, je pense pas que la santé soit... On est vraiment des cobayes en grandeur nature très souvent, quoi. C'est vrai, Clotilde, que c'est un énorme lobby, celui des laboratoires pharmaceutiques. On l'a vu dernièrement, il y a eu un scandale avec ces essais qui ont été faits sur des humains. Bon, là, d'après ce que j'ai compris, c'est plus un accident. C'est plus un accident. On va attendre les résultats des enquêtes qui sont en cours. Ça, visiblement, c'était bien passé quand ils ont fait les expérimentations sur les animaux, etc. Alors ça, on ne sait pas, parce que le rapport, ça fait partie des problématiques. Le rapport
voilà, le dossier qui donne les résultats de ces expérimentations sur les animaux n'a pas été rendu public. Alors l'ANSM, l'Agence du médicament, l'a, mais elle ne peut pas le rendre public parce que le laboratoire s'y oppose au nom du secret des affaires. Ah oui, donc il y a un loup là quand même. S'ils veulent pas le rendre public, c'est qu'il y a un problème. Après, voilà, s'ils le donnent à l'IGAS ainsi que à la justice, voilà. Mais il y a clairement un problème. Les essais cliniques, on sait qu'ils sont pas tous publiés, qu'ils sont pas tous rendus publics. Après, on va pas se mentir, l'industrie du médicament, c'est effectivement quelque chose de gigantesque. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a eu des gros scandales. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en France, le séisme du Mediator a permis d'assainir un petit peu tout ça. La transparence est quand même un peu plus présente. On sait notamment quel médecin travaille avec quel laboratoire. Il y a des déclarations publiques d'intérêt qui doivent être signées de la part des personnes qui travaillent dans les agences. Après, il y a toujours des questions qui se posent. C'est un vrai parcours du combattant pour réussir à faire reconnaître un problème avec un médicament, c'est l'enfer, on va le voir là. Alors on est justement avec Marine Martin. Bonjour Marine, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Vous savez de quoi on parle et pour cause. Qu'est-ce qui vous est arrivé Marine? Racontez-nous. Donc moi je suis épileptique depuis l'âge de 6 ans, j'en ai 43 aujourd'hui et donc j'ai toujours été traitée pour mon épilepsie avec la Dépakine, un antiépileptique très connu et très répandu. Oui, puis, un médicament finalement qu'on utilise assez souvent pour les épileptiques. A priori, il n'y a pas de raison de se méfier, si ? Depuis toujours, moi j'ai posé des questions par rapport à ma future vie de femme, ma vie de famille, avoir des enfants, et on m'avait dit ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Prenez ce qu'on appelle de la spéciafoldine, qui est une vitamine, de la vitamine B9, et tout ira bien. Vous éviterez la seule malformation qui existe, qui est le spina bifida, une malformation de la colonne vertébrale. Mais ne vous inquiétez pas, c'est extrêmement rare, et si c'était le cas, on fera une interruption médicale de grossesse. Or, moi j'ai fait exactement ce que m'a dit mon gynécologue, c'est-à-dire que j'ai pris cette vitamine 3 mois avant, 6 mois pendant, en pensant que j'écartais tout risque pour mon bébé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Eh bien, en 2002, quand est né mon fils, il avait une malformation au niveau génital, au niveau de la verge, qu'on appelle un hypospadias. Et puis après, par la suite, à l'âge de parler, il parlait pas. À l'âge de marcher, il marchait pas. Il possédait de gros rognements, il se déplaçait très difficilement. Et donc, je me suis inquiétée. J'ai commencé à consulter et jamais on ne m'a parlé du lien possible qu'il pouvait y avoir avec la prise de Dépakine pendant la grossesse. Et c'est en fait en me renseignant, parce que j'avais entendu parler des pesticides qui étaient phytotoxiques pour les bébés, que je me suis dit, moi c'est bizarre, j'ai pas été exposée aux pesticides. Par contre, j'ai pris un médicament pendant ma grossesse. Et donc j'ai tapé médicaments dangereux pour la grossesse dans le moteur de recherche Google. Et là, je suis tombée sur le centre de recherche des agents tératogènes à Paris, qui décrivait quels étaient les médicaments les plus dangereux pendant la grossesse. Le premier, c'était le Roaccutane, cet antiacnéique, et le second, c'était la Dépakine, celui que je prenais. Alors le Roaccutane, c'est vrai qu'on est au courant des effets secondaires du Roaccutane et que les dermatos vous préviennent, etc. Et puis il y a des examens sanguins qui sont faits tous les mois pour vérifier que vous n'êtes pas enceinte et tout ça. Mais la Dépakine, il y a rien. Non, il n'y avait rien qui n'avait été informé ni dans les notices, ni les médecins ne m'avaient informé de la dangerosité de ce produit. Donc je suis vraiment tombée des nues et je me suis mise à pleurer parce que la description qui a été faite des conséquences de la Dépakine était exactement les atteintes qu'avait mon fils. Donc à ce moment-là, je me suis inquiétée et j'ai cherché difficilement où est-ce que je pouvais faire diagnostiquer mon fils. Et ça a été le début du parcours du combattant en fait. Et tout de suite, ça a été la révolte. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on m'a menti, on m'a trompé, pourquoi on m'a dit qu'il n'y avait pas de risque, pourquoi on m'a pas informé? Et je me suis mis à chercher sur Internet et puis je me suis aperçue que finalement, il y avait des publications, il y avait des scientifiques qui avaient alerté depuis un certain nombre d'années. Et c'est ainsi que j'ai découvert finalement qu'on savait que la Dépakine était phytotoxique et que personne n'avait jugé bon de le mettre dans la notice. Quand vous êtes allé voir votre médecin, parce que j'imagine que vous avez dû aller voir votre médecin qui vous a dit qu'il n'y avait aucun risque, qu'est-ce qu'il vous a répondu?
Il a continué à me dire qu'il n'y avait pas de problème, que je me faisais sûrement des illusions. Au début, il n'a pas cru. Le médecin généraliste n'a pas cru. Tous les médecins que j'ai vus, pour la plupart, n'ont pas cru. La pédiatre de mon fils m'a dit, je connaissais l'atteinte malformative physique, le faciès, les craniosténoses, les choses comme ça, mais je ne connaissais pas l'atteinte neurologique. Donc les troubles du comportement, les troubles du langage, les troubles psychomoteurs. Donc elle m'a dit, moi je ne sais pas faire, j'habite Perpignan, donc elle m'a dit, je vous envoie sur Montpellier pour voir des experts. Et là-bas encore, on m'a baladé de service en service, et finalement j'ai découvert que c'était au service de génétique qu'on pouvait poser le diagnostic. Mais attention, il n'y avait pas de marqueur génétique, il n'y avait pas de prise de sang qui permettait de me dire oui, c'est la dépakine. C'était un diagnostic différentiel, ce qu'on appelle, c'est-à-dire en écartant les autres causes possibles. Ça peut pas être c'est vrai. ça, Alors, peut pas être ça, Marine, vous mettez le doigt sur un vrai problème. Je pense que Clotilde l'a peut-être rencontré au cours de son enquête. Les médecins ne sont eux-mêmes pas au courant. Notamment, il y a un médicament pour faire tomber la fièvre chez les nourrissons. C'est pas le Doliprane, c'est l'autre. Enfin bon, bref. Ce médicament-là, si on le donne le soir avant de dormir au bébé, il faut savoir qu'il risque l'hypothermie et qu'il peut se retrouver à 35 degrés en hypothermie, inconscient, etc., avec des effets secondaires assez graves qui peuvent aller loin. Quand on en parle aux pédiatres, les pédiatres ne sont pas au courant. Il n'y a que les urgentistes qui le savent parce qu'ils voient arriver des bébés en hypothermie. Ils sont obligés de leur faire des piqûres d'adrénaline pour les faire repartir. Donc eux, ils les voient, ces bébés-là. Mais le pédiatre, si vous lui en parlez, vous dit mais n'importe quoi, c'est un médicament qu'on donne très couramment aux enfants. C'est un vrai problème, ça, Clotilde. C'est un vrai problème auquel se heurtent régulièrement les victimes de différents médicaments. C'est que tout de suite, le corps médical, dans sa majorité, leur dit non, c'est impossible, c'est dans votre tête, ce médicament, ce vaccin n'apporte que des bénéfices, c'est pas possible. Et à partir du moment où votre médecin, vous avez quand même confiance en votre médecin, vous lui confiez votre vie, quoi. Bien sûr, quand le médecin de Marine lui dit il n'y a aucun problème, voilà, vous ne risquez rien, vous prenez des vitamines et ça ira bien, pourquoi est-ce qu'elle va se poser des questions ? aller remettre en cause. Alors quand après il vous dit non, c'est pas possible, vous avez votre intime conviction, vous en êtes persuadé, vous avez vu des publications et vous vous heurtez au déni médical. Alors comment voulez-vous qu'après ces personnes-là aillent faire une déclaration de pharmacovigilance sur le site de la NSM ? Comment voulez-vous qu'elles essayent de se battre ? Il y en a énormément qui se disent bon bah ouais, en fait non, c'est pas ça. Et puis il y a des personnes après comme Marine qui lâchent rien et qui ont bien raison. Et bien sûr. Et voilà. Et moi ce que j'ai trouvé assez incroyable dans toutes ces histoires et dans toutes les affaires qui ont éclaté ces dernières années, c'est qu'en fait, on a l'impression que tant qu'il n'y a pas une personne, que ce soit Marine dans le cas de la dépakine, Irène Frachon dans le cas du Mediator, Marion Lara sur les pilules de 3e génération, tant qu'il n'y a pas une personne qui arrive à se faire entendre dans les médias, tant qu'il n'y a pas une plainte qui est déposée, tant qu'il n'y a pas un avocat qui connaît un peu le système des médias, on a l'impression que rien ne se passe. Quand on est confronté à un problème comme celui de Marine, qui est plus qu'un problème, parce qu'évidemment, quand on voit le handicap de son fils, qui aurait pu être évité, avec un peu plus d'informations de la part des médecins, quel est le parcours ? Quel est le bon réflexe ? Parce que Marine, malheureusement, a eu beaucoup de mal à se faire entendre. Pour nos auditeurs qui seraient confrontés à ce problème-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi le premier bon réflexe ? Alors ça reste très compliqué, toujours. Je pense que déjà, il faut en parler à son médecin, il faut insister, lui dire je crois vraiment qu'il y a ça. Faut pas hésiter non plus à faire une déclaration de pharmacovigilance sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Depuis quelques années, les patients sont autorisés à le faire et non plus seulement les médecins et les laboratoires. Et puis moi, ce qui me semble très important, c'est d'être entouré. Donc se rapprocher d'une association qui regroupe d'autres victimes, pouvoir parler, pouvoir se dire c'est pas de ma faute, je suis pas tout seul, ça me semble très important. Et après, il y a d'autres démarches qui peuvent être engagées par la suite, des démarches de réparation, soit en justice ou bien vers l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Mais il faut savoir que c'est des démarches qui peuvent être très longues.
Alors, ces démarches-là ne remplacent pas évidemment la peine qu'on ressent quand son enfant est touché, mais ce qu'il ne faut pas oublier, je pense que Marine le confirmera, c'est qu'avoir un enfant avec un handicap, ça coûte cher aussi. Et que ces indemnisations, ça permet justement de pouvoir s'occuper de son enfant dans des bonnes conditions. N'est-ce pas, Marine ? Oui, tout à fait. Moi, ça a bouleversé notre vie. J'ai dû m'arrêter de travailler pour m'occuper de mon enfant handicapé à plus de 80%. Donc, j'ai perdu mon travail. La prise en charge est extrêmement lourde. Il y a plusieurs fois par semaine des accompagnements chez des spécialistes, des psychomoteurs, des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychologues. Donc, tout ça, ça mobilise une énergie folle. Mon mari a dû renoncer à certaines ambitions professionnelles également. Donc, pour nous, notre vie a été bouleversée et elle n'est pas finie puisque mon fils est aujourd'hui jeune. Un jour, il sera majeur. Son handicap l'empêchera probablement de faire beaucoup de choses et même sûrement d'être indépendant complètement. Donc, je sais qu'à vie, je devrais m'occuper de lui. Et ça, c'est un bouleversement énorme. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Il y a de la colère, j'imagine, de la tristesse peut-être De la révolte depuis toujours, depuis 2009, date à laquelle j'ai découvert que la dépakine pouvait être responsable. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que si je restais là à rien faire, chaque jour des enfants naîtraient sous dépakine et personne ne dirait rien, personne n'agirait. Donc c'est pour ça qu'en 2011, j'ai créé l'association APESAC pour regrouper les familles en me disant, ben voilà, il est peut-être possible de faire quelque chose, d'avertir, d'empêcher que des enfants naissent encore malades sous dépakine et il faut absolument arrêter de donner ce médicament chez la femme enceinte et en âge de procréer. Et donc je me bats depuis 2011 avec les autres familles. On a réussi à faire changer les conditions de prescription de la dépakine. Donc aujourd'hui, la dépakine ne doit plus être donnée chez la femme enceinte et en âge de procréer. J'ai représenté les patientes françaises victimes de la dépakine à Londres, à l'Agence européenne du médicament. Et donc j'ai demandé à ce qu'un protocole de prescription soit donné à la patiente pour qu'elle ait un consentement éclairé. Oui, je suis informée que j'ai 30 à 40% de chances d'avoir un enfant handicapé si je prends de la dépakine pendant la grossesse. Maintenant, voilà, les médecins ont l'obligation de faire signer ce document à la patiente et ils doivent essayer surtout de donner un autre médicament parce qu'il en existe plein d'autres des antiépileptiques. Il en existe au moins 24. Alors pourquoi continuer à le donner ? Mais bon, les médecins ont vraiment du mal à changer leurs habitudes. Ça fait 50 ans que la dépakine est sur le marché en France. Ça fait 50 ans qu'ils le prescrivent. Ils ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui, alors qu'on leur dit c'est un médicament extrêmement dangereux pour le fœtus, pourquoi ils changeraient leurs habitudes de prescription. Donc c'est un vrai drame parce que alors que la dépakine est interdite chez la femme enceinte depuis janvier, on continue à donner les flacons de dépakine dans les pharmacies sans demander le protocole signé, sans qu'une ordonnance du spécialiste soit proposée. Marine, vous restez avec nous, on continue à parler de ce problème. On reste avec Clotilde Cadu qui a mené l'enquête et fait indésirables victimes des médicaments chez Hugo et compagnie. Dans un instant, on sera également avec Stéphanie Chevalier qui va nous parler de ce médicament bien connu, le Distilben, qui a fait scandale.